Salut, c'est Franck Taluto. Bienvenue dans ce premier numéro de Dessous de Verre, le podcast qui parle foot en général et Saint-Etienne en particulier. Juste avant d'accueillir notre invité du jour, un message personnel. Si ce projet a pu se concrétiser, c'est grâce au soutien qui m'a été apporté à travers la campagne de financement participatif. Sur KissKissBankBank, je m'étais engagé à remercier nommément les personnes qui avaient choisi la contribution On passe à l'attaque ou les suivantes. C'est donc avec un grand plaisir que je salue aujourd'hui Mathieu, Amélie, Laurie, Rémi, Sandy, Timothée, Alexandre, Laurent, Hervé, Alain, Christophe, Julien, Jean-François, Michel, Sylvie, Jean-Pierre, Stéphine, Paulette, Prosper, Michel, Dominique, Julien et Nicolas. Vraiment un grand merci pour vos encouragements qui m'ont fait chaud au cœur. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce premier Dessous de Verre avec Bilal Awacheria. Arrivé très jeune à l'AS Saint-Etienne, Bilal y a fait toutes ses classes. Il a seulement buté sur la dernière marche, celle de l'équipe première. Loin de se résigner, il est parti tenter sa chance au Portugal et 5 ans plus tard, il a accompli l'un de ses rêves, devenir footballeur professionnel et vivre de sa passion. Salut Bilal. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Verre. On enregistre pendant quelques jours de vacances que tu passes à Saint-Etienne. Tu reviens souvent ici, c'est ta ville, c'est chez toi ? Ah oui, c'est chez moi totalement. Moi, dès que j'ai un peu de vacances, de jours de libre, je reviens directement ici. Donc, avec plaisir. Franchement, ça me fait plaisir aussi de passer ce moment avec toi. Bon, j'aimerais qu'on parle ensemble de ton parcours, notamment la façon dont s'est passée la transition entre le moment en 2014 où tu as quitté le centre de formation de l'AS Saint-Etienne et où tu as rebondi quelques mois plus tard au Portugal, où tu as donc atteint ton objectif de devenir footballeur professionnel. Mais les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément, donc on va repartir un petit peu en arrière si tu veux bien. Est-ce que tu peux me raconter comment le foot est venu jusqu'à toi ? Est-ce que tu fais partie d'une famille qui pratiquait ou pas du tout ? Alors vraiment pas, moi je suis un peu le seul sportif de ma famille. J'ai mon père, c'était plus un peu basket, mais vraiment pour s'amuser. Mon frère a essayé aussi un peu le foot, ma soeur de nager, de natation, mais vraiment c'était vraiment pour le plaisir, quoi. Mais sinon le seul sportif c'était vraiment moi. Et donc ouais, c'était moi un peu que j'emmenais un peu toute la famille à droite à gauche avec Saint-Etienne, surtout avec le foot. Et donc c'est bien. Les premiers clubs dans lesquels, ou le premier club, je sais pas dans lequel tu as joué. Le premier club, c'est le club de mon quartier, du Soleil, je pense que tu connais. Ouais, bien sûr. Du coup, c'était l'Amical Ligue du Soleil, c'est là que j'ai commencé. Quand j'avais mes 4 ans, ma première licence à 4 ans, et puis après jusqu'à 5, 6, j'ai fait 2 saisons. Puis après, Saint-Etienne est venu me recruter. Je me rappelle, il venait, tu sais, à l'époque, les plateaux, on appelle ça. Du coup, sur un plateau, ils m'avaient repéré, ils avaient parlé avec mon père, ma mère, et puis ça s'est fait naturellement, tu sais, et puis depuis, donc de mes 8 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait tout à Saint-Etienne, quoi. Et à 8 ans, quand la Saint-Etienne vient taper à la porte, on se rend compte déjà de ce que ça représente ? Quand même, pour un jeune de Saint-Etienne comme moi, tu sais, à 6 ans déjà, mon père m'a emmené au stade, donc quand t'es un jeune de Saint-Etienne, ça te fait des frissons. Je me rappelle les premières fois qu'on me disait « Oui, Saint-Etienne te veut », à la chair de poule, quoi. Et du coup, après, quand tu arrives, tes premiers moments à Geoffrey Guichard, je me rappelle, on s'entraînait sous le couvert, donc juste à côté du stade. C'était vraiment fort, très fort, en émotion, et vraiment un réel plaisir. Vous avez accepté sans hésiter avec la famille ? Oui, direct, c'était à côté de la maison. Moi, tu vois, je suis pas très loin de Geoffrey Guichard, du coup, vraiment, c'était direct, sans réfléchir. Puis ils n'avaient pas le choix, mes parents. Moi, j'étais vraiment déterminé à aller à Saint-Etienne, du coup, ils étaient obligés d'accepter, quoi. On va passer un petit peu rapidement sur les plus de 10 ans que tu as passé dans le club. Tu as fait partie de quelle génération, grosso modo ? Alors moi, c'est la génération 94. Donc celle de Zouma. Zouma, il est arrivé plus tard quand il avait 15 ans. Mais ouais, mon cursus, c'était souvent avec la 94. Il m'est arrivé d'être surclassé aussi souvent avec les 93, 92 aussi. Mais principalement, oui, c'était avec les 94. D'accord, tu parlais de Kurt Zouma. Ouais. C'était le joueur le plus fort de cette tranche ? Ouais, le gros joueur de la génération, c'est lui. Mais encore aujourd'hui, tu vois où il est, le niveau qu'il a atteint. Donc vraiment, le gros joueur, c'est Zouma. Notre génération 94, c'est vraiment celui qui a réussi le mieux, quoi. Je fais une petite parenthèse sur l'aspect scolaire. Donc j'ai vu que toi, tu fais partie des joueurs qui ont décroché leur bac ES. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passait la combinaison entre le foot, les études ? Parce que j'imagine que c'était un rythme assez effréné. Ouais, franchement, c'était vraiment intense. Ouais, le mot, c'est ça, c'est intense. C'est-à-dire que tes horaires, essayer de concilier l'école et le foot, souvent que des fois, tu avais les horaires aménagés. Donc à 15h, on avait toujours fini à 15h pour aller pouvoir s'entraîner. Donc c'était un rythme effréné. Des fois, il arrivait que le matin, entre 8 et 10, on allait à l'entraînement pendant que les autres étaient en cours.
À 10h, on arrivait en plein milieu du cours, on devait essayer de reprendre ça. Il y avait des cours de rattrapage, les temps de midi, quand les autres allaient manger, toi, tu étais là en train de faire du rattrapage. C'était vraiment intense, tu vois. Mais à la fin, quand tu l'as, ce bac, tu te dis, voilà, ça aura valu la peine. Et tu ressors avec un bagage quand même. Tu sais, tu es armé, tu sais pas de quoi demain est fait. Le football, c'est une carrière qui est courte quand même. Donc moi, j'ai vraiment essayé de tout faire pour avoir au moins ce bac. Et j'ai même tenté l'expérience d'aller à l'université. D'accord. Je suis allé en université langue étrangère appliquée. J'ai fait 6 mois quand j'étais en CFA. Là. Mes années stagiaires, j'ai essayé, mais c'était vraiment trop... J'avais pas les horaires aménagés comme on avait au collège, au lycée. Donc là, c'était impossible de tenir sur la longue. Du coup, j'ai dû arrêter et faire un choix entre le foot et l'école. Et du coup, j'ai arrêté et puis je me suis mis à fond dans le foot. Le fait d'avoir le bac, c'était de se dire si plus tard il faut faire autre chose, je peux repartir de... Ouais, exactement. C'était se dire que le football, c'est un moment de ma vie, mais c'est pas indéfiniment que je vais rejouer au foot, quoi. Donc c'était de me dire avoir un bagage qui puisse m'ouvrir quelque chose pour plus tard si jamais j'ai envie de reprendre des études ou me réorienter dans quelque chose, au moins avoir ça, quoi. C'était le minimum pour moi et je l'ai eu, donc c'était avec une petite mention en plus, ça m'a fait plaisir, c'était bien. Puis c'était mes parents surtout qui étaient contents. Vous savez, les parents, tu leur dis je vais faire du foot, eux ils essaient d'assurer avec l'école à côté. Donc là, quand j'ai eu le bac, voilà, ils m'ont un peu laissé tranquille, suivre un peu mes rêves. Comment ça se passait pour toi en tant que Stéphanois? Tu logeais au centre ou du coup tu restais en famille? Non, souvent ceux qui sont au centre, c'est ceux qui logent un peu, enfin qui sont pas d'ici, de la région ou d'un peu plus loin, d'autres régions. Moi, comme je t'ai dit, j'étais à 10 minutes du centre de formation, donc je logeais chez mes parents et puis tous les jours ils faisaient les allers-retours pour venir me chercher, m'emmener. Voilà, j'étais chez mes parents. Avec le recul, est-ce que tu penses que ça change quelque chose par rapport aux autres jeunes qui étaient en permanence dans le contexte foot? Oui, ça change quand même quelque chose, d'avoir tes parents, ta famille près de toi tous les jours. Je pense que c'est quand même une aide non négligeable. Enfin, après, c'est bien aussi quand ça dépend de la vision et la perspective que tu as. Je veux dire, les joueurs aussi qui viennent de loin et qui sont là uniquement pour le football, je pense que leur focus aussi il est encore plus fort parce qu'ils se disent je suis là pour une raison, c'est le foot. Du coup, leur concentration, leur motivation, je pense elle doit être dédoublée. Après, bien sûr, je pense qu'il doit y avoir des moments difficiles. Quand tu es tout seul ici, c'est pas tous les jours facile. Donc c'est vrai que de ce côté-là, être chez soi, près des siens, c'est quand même un gros avantage, je pense. Te concernant, tu gardes quel souvenir de ces années-là? Parce que c'est la période de l'adolescence qui est forcément marquante. Quand tu réfléchis à tout ça, qu'est-ce qui te vient en tête? Bon, moi, c'est vraiment des bons souvenirs. Franchement, c'est quelque chose d'exigeant, de très intense, comme je t'ai dit. C'est que t'as pas la même vie que les autres. C'est-à-dire que t'as une préparation à faire déjà dès juillet et tu pars pas en vacances. Donc c'est vraiment un moment de ma vie qui était très intense. Je me rappelle, entre 14 jusqu'à mes 18, 19, 20 ans, tout s'enchaîne. T'as pas le temps de gamberger. T'es là, 15 ans, moins de 16, moins de 18, CFA, ça va vite. Mais sur le moment, tu te rends pas compte en fait que ça va vite. Tu penses que tu as le temps. Mais les années, elles passent et puis tu vois que putain, tu n'as plus 15 ans, tu as déjà 20 ans, ça passe vite. Mais après recul, franchement, c'était vraiment, je pense, une des meilleures périodes de ma vie aussi. Hein, en tant qu'apprentissage, et puis au niveau du foot, tous les jours, t'entraîner 1 fois, 2 fois, avec les conditions que le centre te propose, les terrains, puis les gens aussi qui étaient compétents, les équipes que tu rencontres. C'était vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Dur, mais bénéfique, je pense, pour plus tard et pour maintenant, ça m'a beaucoup servi. Tu as gardé des attaches de cette époque-là au niveau coéquipier, coach? Oui, bon, les coachs un peu moins. J'ai eu peut-être souvent Abdel Boisama, on s'est écrit des fois quelques messages. Révéli aussi parfois. Sinon, pas trop. Après, oui, les joueurs, on se suit tout le temps. Hein. Tu sais que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu es toujours en contact avec tout le monde, donc surtout ceux de ma génération. Et ceux avec qui étaient comme moi de Saint-Etienne, on avait quand même un bon groupe, une bonne attache entre nous. Du coup, on partait souvent en vacances ensemble. Du coup, très, très soudés, encore aujourd'hui. Ouais. Tu parlais de moments forts, il y en a eu 2 notamment. C'est les finales de Coupe Gambardella 2011-2012. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, effectivement, pour moi, c'est, je pense, le meilleur moment de ma formation à Saint-Etienne. Un des meilleurs, surtout la première finale. C'était vraiment, j'étais surclassé déjà avec les 92, je me rappelle, c'était Idriss Saadi, un peu l'homme de cette équipe. Donc du coup, être surclassé avec eux et puis être au Stade de France, c'était vraiment extraordinaire. Au moment où tu rentres dans le Stade de France, je me rappelle, j'avais les yeux qui pétillaient parce que voilà, c'est quand t'es petit, t'es jeune, tu joues un peu dans le petit stade, voilà. Mais là, c'était le Stade de France, donc c'était vraiment fort. Ouais.
Depuis, tu as fait du chemin, joué des grands matchs dans des grands stades. Est-ce que ça reste quand même marquant ? Ça reste marquant quand même. Tu es à Paris, la capitale, le Stade de France, c'est là où se jouent les finales de coupe ou bien les matchs de l'équipe de France. Non, t'as pas de match là-bas. Donc nous, avoir l'opportunité d'y aller, mais pas une fois, mais 2 fois, c'était d'autant plus grand. Mais ouais, depuis, j'ai quand même joué dans des grands stades de la même dimension. Je pense à celui du Benfica, c'est quand même Sporting, Porto, c'est quand même de sacrés stades aussi. Donc ouais, c'était bien quand même. Et ces 2 finales se sont quand même mal terminées pour vous à l'époque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait le deuil un peu de ces défaites-là ? Oui, pour moi, ça m'a permis voilà, je suis passé à autre chose avec le temps. Il fallait passer à autre chose de toute façon, rester sur des souvenirs qui t'amènent rien dans le futur, ça sert à rien. Du coup, moi, j'essaie de changer ça en motivation, mais sur le moment, je peux te dire que ça m'a beaucoup affecté parce que voilà, des finales, comme on dit, c'est pour gagner. Et puis, les scénarios en eux-mêmes aussi ont été difficiles. Je pense qu'on aurait pu mieux faire, surtout la deuxième. Mais ouais, ça y est, aujourd'hui, totalement derrière ça. Vraiment, je le reprends ça comme un souvenir plutôt positif que négatif. Et est-ce que tu as suivi l'épopée de tes, on va dire, descendants, voilà, qui ont gagné la Coupe Gambardella au printemps ? Ouais, j'ai suivi. J'ai souvent parlé aussi avec le coach Razi, quoi. Ouais, j'ai suivi une très belle génération aussi. Mérité pour le parcours qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu de match facile, donc direct, ils ont attaqué avec des grandes équipes au niveau national, ce qui se faisait de mieux. Donc je pense que chaque tour, ils ont prouvé, ils ont réussi à surpasser. Et la finale, elle est un peu à cette image-là, où tu vois la première mi-temps, c'est fermé, un peu timoré, et puis d'un coup, ils se libèrent en deuxième, et là, il n'y a pas photo, et tu vois qu'ils gagnent mérité, quoi. Vraiment mérité, et puis très content, parce que, comme je disais aussi, le coach Razik, c'est quelqu'un d'ici, tu vois, quelqu'un qui est parti d'en bas, qui a commencé dans les équipes jeunes, et aujourd'hui, voilà, il gagne la Gambardella, encore plus content pour ça aussi, ouais. Tu as vu donc que ce serait lui l'entraîneur de l'équipe réserve cette année ? Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce ? Bon, moi, je pense que c'est une suite logique. C'est une suite logique par rapport à ce qu'il a prouvé en jeune, chaque année. Et puis là, il gagne la Gambardella. Et je pense que c'est une suite logique et je pense qu'il n'a pas encore fini de monter. Là, il va se confronter à un football d'adulte. Donc, il va devoir encore se tester, s'améliorer. Et je pense qu'on n'a pas fini encore d'entendre parler de Razik, vraiment. Et donc finalement, tu as quitté le club en 2014, après une saison pleine en CFA2. Tu étais en fin de contrat stagiaire. Dans quel contexte s'est fait cette séparation ? Tu te souviens un peu de la scène où on t'annonce que c'est terminé ? Je me souviens. C'était, tu sais, vers avril, mai, c'est là que tu commences un peu à avoir les rendez-vous avec les entraîneurs, la direction. Même si déjà tu as des indicateurs qui te disent un peu si tu es dans les plans ou pas, tu sais déjà bien avant. Genre déjà dès janvier, février, tu sais si on va continuer avec toi. Moi, je sentais qu'on n'allait pas me garder, mais dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je sois prêt à passer à autre chose, c'est-à-dire à me relancer. Donc, mon objectif déjà des stagiaires, c'était tu te confrontes, comme je disais, à un football d'adulte. Donc, d'être prêt, indépendamment de ce qui peut m'arriver, si je reste ou pas, c'est qu'à la fin de mon stagiaire, je voulais être prêt à jouer ailleurs. Donc, déjà, je me préparais pour ça, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui est arrivé. Je me rappelle, j'ai eu un rendez-vous avec Thierry Olésiac à l'époque, le coach, Bernard David. Et donc c'est là qu'on m'a dit qu'on n'allait pas me garder, même si eux m'ont dit que Thierry Olésiac m'a dit que j'avais un vrai profil par rapport au genre de côté que j'étais, des vraies qualités pour le haut niveau, sauf que comme j'étais en concurrence avec Saint-Maximin et Bamba, il fallait faire un choix. J'étais le plus vieux des trois, les deux vraiment étaient prometteurs et le sont, quand tu vois aujourd'hui le parcours qu'ils font, sont très prometteurs et très bons. Du coup ils ont fait le choix de garder les deux et pas moi. Donc moi déjà le fait de me dire que j'avais le profil pour le haut niveau, ça m'a rassuré, me confortait dans l'idée que j'avais de vraiment miser sur ça. Et puis j'ai pris ça comme pas un échec, mais voilà, une page se tourne, une autre va s'ouvrir et voilà, on va essayer de l'écrire de la plus belle manière qui soit. Et voilà, j'étais armé pour la suite. Ouais, c'est ce que j'allais te dire dans les interviews que tu as données depuis. J'ai jamais senti de rancœur contre le club. Pas du tout. Vraiment aucune amertume. Comme tu sais, la vie du club, la vie des footballeurs, c'est celle-là qu'on a choisie, c'est-à-dire tu changes de club, tu arrives dans un club, tu vas dans un autre. Je pense que les états d'âme et l'amertume ou les rancœurs, ça sert à rien. Donc, faut plus penser à ce qui arrive, à se préparer pour ce qui arrive, et puis faire son maximum. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire de partout où je suis passé, c'est vraiment de donner mon maximum. Puis après, je pense que ça passe ou ça casse, mais au moins, tu n'as pas de regret dans le sens où j'aurais pu faire plus ou pas. Tu donnes tout et puis tu vois ce qui arrive. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé, cet esprit-là, tu vois. Ouais, parce que j'imagine que c'est quand même
pas évident quand tu es dans un centre de formation depuis plus de 10 ans. Voilà, passer pro chez toi, c'était la finalité. Ouais, c'était le gros rêve, c'était celui-là. Hein. Moi, comme je t'ai dit, je suis d'ici. Signer pro à Saint-Étienne, c'était vraiment le gros rêve. J'ai pas réussi, mais j'ai quand même fait mon rêve qui est d'être professionnel. Donc ouais, c'est difficile quand même de pas signer dans mon club, mais voilà, mon objectif c'était vraiment d'être professionnel, de vivre de ma passion. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc je suis en plein dans mon rêve, on peut dire, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui, à leur départ de centre de formation, rebondissent dans des clubs, on va dire, de division inférieure, National 2, National 3, etc. Toi, tu es parti pratiquement tout de suite au Portugal. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on te l'a proposé? Est-ce que c'est toi qui as démarché des clubs? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, il faut savoir que j'ai déjà fait des essais. Donc dès que Saint-Étienne me dit que je ne vais pas continuer, j'ai fait un essai à Angers, par le biais du coach Abdel, qui était maintenant directeur du centre. J'ai fait un bon essai, mais pareil, bon joueur, mais on ne va pas te garder parce que si, ça. Donc. Puis après, j'ai fait un autre essai à Guingamp, pareil, des bons retours, mais ok. Puis après, j'ai eu un agent qui m'a proposé un essai au Portugal. Je lui ai dit, pourquoi pas, hein, moi, je suis preneur, moi je suis quelqu'un d'aventurier, donc j'ai pas... Puis je suis allé faire l'essai pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis ils ont été contents de moi, et directement ils m'ont proposé de signer pro, parce que là-bas, voilà, c'est un club professionnel. Et donc j'ai accepté direct sans réfléchir, hein. Donc j'ai fait l'essai 3 semaines, j'avais même pas d'affaires, hein. J'ai fait 3 semaines, ils m'ont dit il faut qu'on signe, tu restes, et ils voulaient pas me laisser partir avant que je signe. Donc j'ai signé, je suis rentré 2 jours, prendre une valise avec des affaires, et je suis reparti, et puis l'aventure était lancée, et c'est comme ça que ça s'est fait. Tu es parti tout seul comme ça d'un coup? Tout seul, et puis ma femme m'a rejoint quelques semaines après, histoire qu'on s'organise un peu, mais tout seul d'un coup, j'ai pas réfléchi. C'est que j'ai fait les 2 essais, ça m'a pas concluant, et puis je suis parti tout de suite. Vraiment, j'ai eu le temps de dire au revoir à mon père, mon frère et ma soeur, au revoir. Hein. Puis c'est parti, vraiment, c'était lancé. Tu as parlé d'un agent qui t'avait contacté. Ouais. Et toi, tu étais déjà représenté à l'époque ou pas du tout? Non, j'avais un agent qui s'occupe de moi, mais voilà, c'était pas signé, je sortais, j'étais tout frais, quoi. Voilà, j'étais là pour celui qui veut s'occuper de moi, j'étais là, quoi. Donc après, cet agent m'a proposé, j'ai foncé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu peux me raconter tes premiers pas dans ce club dont je vais te laisser prononcer le nom justement. Covilhã. Tu passes, on peut le dire, l'ETRA, le centre de formation de l'ASS, c'est un cocon où tout est pensé pour vous. Là, tu te retrouves tout seul au beau milieu du Portugal. Ça se passe comment les premières semaines? Franchement, honnêtement, le choc. Parce que, comme je t'ai dit, tu te rends pas compte de la chance que tu as quand tu es dans un centre de formation comme Saint-Étienne. Tu crois que tout est acquis, que tout est dû, quoi. Et puis là, je prends un coup, je me dis, purée, il n'y a pas toutes ces conditions. Tu as un stade d'entraînement qui n'est pas très petit, le matériel, les vestiaires, les infrastructures, le jour et la nuit. Mais je me dis, ça va me faire du bien. Vraiment, ça va me reconnecter un peu avec l'essence, tu vois, du football même. Je me dis, là, c'est là qu'on va voir ce que j'ai dans le ventre, tu vois. Je suis dans la montagne portugaise, loin de tout, c'est-à-dire que tu n'as aucune distraction, tu es loin de Porto, loin de Lisbonne. Je loge à l'hôtel, vraiment difficile. Mais je me dis, je suis là maintenant, à toi de faire le boulot, à toi de voir maintenant, tu voulais être pro, vas-y, montre. Et c'est comme ça que je me suis lancé, je me suis défié en fait moi-même. Je sortais d'un moment difficile aussi par rapport au décès de ma maman, tu vois. Et ce moment-là aussi, j'avais fait des promesses que je voulais vraiment être un joueur professionnel. Donc ça, c'était quelque chose, quand j'avais des moments un peu difficiles, je m'accrochais à ça. Et puis c'est ça qui m'a donné à chaque fois la force de me relever quand j'ai eu des moments difficiles. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand tu sors de Saint-Étienne, que tu tombes sur un petit club, parce que c'était vraiment un des petits clubs de Ligue 2 encore, il fallait tout prouver, donc c'était compliqué. Sur place, il y a des personnes qui ont compté pour que tu t'adaptes bien? Franchement, ouais, quelques joueurs francophones, maliens souvent, je me rappelle d'un Djikiné, un peu un grand frère. Tu vois, très sage, très posé, toujours de bons conseils. Donc toi, t'es là, des fois t'as 20 ans, j'avais 20 ans, des fois t'es un peu fou, un peu impulsif, tu vois, t'es là, mais toujours un peu quelqu'un pour te raisonner, te dire lâche pas, ça va le faire, t'as les qualités, vas-y. Et donc des mots comme ça précieux qui sont, tu penses banals, mais vraiment qui ont un vrai impact. Et puis les mois passent, et tu continues et t'avances, et puis une bonne saison, et puis tu lances ta carrière, quoi. La différence était de quel ordre entre CFA2 française et Ligue 2 portugaise? En termes d'intensité, là-bas le football c'est vraiment un football très intense, peut-être moins physique. Je me rappelle que la CFA c'était vraiment des matchs physiques, mais en termes d'intensité de travail et surtout aussi dans les entraînements, l'exigence de l'entraînement, j'avais pas cette habitude-là.
On travaille beaucoup en France aussi, hein, mais quand je suis arrivé là-bas, c'était ça le choc. J'arrivais en pleine préparation. Donc, qui dit préparation dit beaucoup de courses. Et là-bas, tout est avec ballon. Et donc, c'était encore plus difficile. C'était courir avec ballon, donc déjà la lucidité, puis refaire les replis défensifs, la tactique. C'est une autre mentalité. Donc, au début, c'était plus ça qui était compliqué. Vraiment, au niveau des entraînements, c'était dur. Tu as passé combien de temps là-bas ? J'ai fait 1 saison et demie. 1 saison et demie, 2 saisons par là. Et après, c'est à ce moment-là que tu rejoins le Sporting ? C'est ça. C'est ça, à la fin de ma 2e saison. J'ai le coach de l'équipe B qui me contacte et qui veut vraiment que je rejoigne l'équipe, quoi. Donc moi, ravi, je me dis, voilà, retrouver un peu un club d'une grande dimension, et puis ça valide un peu le travail que j'ai fait à Covilla. Du coup, voilà, les clubs se sont entendus et je me suis lancé encore dans le Sporting et j'ai pu retrouver un club de la même dimension, voire plus que Saint-Etienne, tu vois. Et donc là aussi, pareil, une expérience magnifique. Et qui joue en vert aussi ? Aussi, le maillot vert, ça m'a suivi de partout, hein, Covilla vert, Sporting, même Moreirense actuellement, c'est vert, donc ça me suit de partout. Ouais. Et la réserve du Sporting jouait à l'époque à quel niveau ? C'était en Ligue 2 aussi. D'accord, donc il n'y avait pas de régression. Non, c'était le même niveau. Et puis comme tu sais, il n'y a qu'un palier entre Ligue 2 et Ligue 1. C'est ça qui est bien, c'est qu'à un moment donné, tu vois ici les équipes B, tu es en N2, N3. Le palier, le fossé avec la Ligue 1 est trop grand. Alors que là, tu es en Ligue 2, tous les week-ends, tu joues contre des Ligue 2. Le palier, tu as un palier avec la Ligue 1. Du coup, c'est ça qui était bien aussi avec les équipes B. C'est qu'on avait un beau jeu. Tu vois, souvent les équipes B, c'était ça. Au Portugal, c'est les équipes qui essaient de jouer au sol, avec un jeu posé, avec des idées de jeu, comme les centres de formation le prônent, tu vois. Et donc, c'était bien de retourner dans un centre comme ça. Et quand tu as été approché, le deal, c'était quoi de faire uniquement de la réserve ou de commencer avec la réserve pour peut-être voir plus haut ? C'était ça. C'était commencer en réserve. Le coach me voulait, donc j'ai dit OK. Et donc, j'ai commencé les quelques mois au début à faire des matchs qu'en réserve. Puis après, les entraînements, le coach de l'équipe 1, Georges Jesus, c'est lui qui m'appelait. Et puis j'ai commencé à m'entraîner très souvent avec l'équipe 1, où là, c'est encore une dimension au-dessus, avec des joueurs internationaux de grand niveau. Et là vraiment, j'étais vraiment content parce que voilà, ça me rappelait un peu Saint-Étienne et j'ai eu la chance que j'ai pas eu à Saint-Étienne, tu vois. Et m'entraîner avec un coach comme ça, avec des joueurs comme ça m'a vraiment fait progresser. C'est à peu près à l'époque de l'Euro 2016, non ? C'était ça, ouais. C'était la saison 2016-2017 exactement. D'accord, donc tu as quelques coéquipiers qui venaient d'être champions d'Europe. Ouais, en les France. Adrien Silva, les William Carvalho, Rui Patricio. Ouais, je m'entraînais presque tous les jours à la fin avec eux et c'était vraiment énorme. C'était vraiment du très haut niveau ? Ouais, très haut niveau. Franchement, William, c'est très fort. Adrien Silva aussi, des joueurs. Surtout William, là, qui est au Betis Séville, vraiment très gros joueur. Tout ça, il part pas un ballon. Il voit tout avant les autres. Tu viens le presser, il a déjà vu que tu allais venir. Très fort. Et c'est ça le haut niveau. Tu vois, tu sens que le mec, ils ont un temps d'avance. Le Sporting, c'est aussi le club formateur de Cristiano Ronaldo. Ouais. Alors, il en est parti très jeune, mais est-ce que son ombre continuait de planer autour du club ? Toujours. Même aujourd'hui, tu sais, dès qu'il fait un exploit, le Sporting communique sur lui. Tout est basé autour de lui. Je veux dire, dans leur recrutement, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde, ce n'est le meilleur. Et aujourd'hui, moi aussi, c'est ça qui m'a aussi convaincu d'aller là-bas. C'est que je sais qu'en termes de formation et de savoir-faire, ils ont prouvé. Comme tu dis, il y a Ronaldo, mais aussi Nani, Figo, Quaresma, des joueurs qui sont de ma position en plus. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment le savoir-faire spécifique à ce poste aussi, où on m'avait vraiment fait travailler. C'est-à-dire ? Ils ont une manière de te faire bosser spécifiquement au poste, où ils te prennent toi, genre de côté, en termes de vidéo, de placement, de tactique, de tes centres, tes frappes, vraiment essayer d'élargir ta palette au mieux. Te faire bosser physiquement pour que tu sois vraiment passer un cap, tu vois. Et je ne suis pas surpris qu'il y ait des joueurs qui sont comme ça qui sont sortis, tu vois. Donc toi, tu penses avoir progressé dans quel domaine à ce moment-là ? Franchement, c'était plus dans la prise d'information, dans varier mon jeu. Avant, j'étais plus un joueur qui abusait des 1 contre 1. C'était un peu ça mon défaut à Saint-Étienne. Et là, il y a des moments pour ça et des timings. Des fois, il faut y aller, dribbler, vas-y. Mais des fois, il faut plus la lâcher ou centrer. Première intention, enfin, tu vois. C'était plus par rapport à ça. Des fois aussi sans ballon. Pas essayer d'avoir le ballon dans les pieds pour y aller. Des fois, faire le mouvement sans ballon. Ouais, vraiment élargir ta palette, quoi. Essayer d'être le moins lisible possible pour l'adversaire. Et ça, ils sont forts pour le faire. Vraiment. Et au niveau des positions sur le terrain, parce qu'on aurait peut-être pu aussi commencer par là, à Saint-Etienne, il me semble t'avoir vu jouer plutôt côté gauche. Côté gauche, c'est ça. C'est quelque chose qui a évolué depuis ? Avant, comme tu dis, j'étais exclusivement côté gauche. Maintenant, c'est plus gauche et droite, mais aussi devant. Dès que je suis arrivé à Covilla, j'ai eu un coach aussi qui m'a testé devant. Et que ça en pointe ? Ouais, en pointe tout seul, et ça l'a vraiment bien fait. Donc je peux le faire en pointe tout seul, ou bien à 2 attaquants aussi. Du coup, ça m'a aussi permis d'élargir ma palette, comme je te disais, pas seulement sur les côtés, mais aussi dans un poste axial. Vraiment, ouais, ça m'a fait évoluer.
Aujourd'hui, tu as une préférence? Bon, j'ai quand même ce côté gauche où c'est là où je me sens à l'aise, les yeux fermés. Mais j'aime bien aussi vraiment dans l'axe. Ça dépend aussi de ce que l'entraîneur veut. Si tu as un coach qui te demande plutôt descendre pour l'attaquant, ben, côté droit, c'est là où je vais être sur mon pied droit. Si tu as un coach qui veut plutôt que tu viennes jouer à l'intérieur, ben, tu viens du côté gauche, tu viens à l'intérieur, tu es sur ton pied droit. Si tu as un coach qui veut des diagonales ou des attaquants rapides, tu peux le faire aussi. Je veux dire, après, ça dépend de ce que ton coach te demande. Je pense que c'est là qu'il faut aussi répondre aux attentes et aux demandes. Finalement, tu as quitté le Sporting en 2017. Pour quelle raison? Bah déjà, j'étais prêté avec option d'achat. Donc le club est content. Je fais une saison à 38 matchs. Je m'entraîne souvent avec la une. Les coachs veulent me garder aussi. J'ai une réunion avec le coach. Eux veulent me garder. Donc ils me disent tu reviens à la reprise. Hein. Donc ils me donnent un programme, etc. Donc ils me disent qu'on va parler avec ton club. On veut vraiment que tu restes. Puis après, des négociations qui n'ont pas abouti. Tu vois, des négociations sur des montants qui ont fait que les clubs ne sont pas entendus. Du coup, j'ai dû partir en fait. Donc retour à la case départ et retour à Covila où j'ai refait ma préparation. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que tu as découvert la Ligue 1 portugaise? C'est ça, ouais. C'est à ce mercato-là, vers fin août, j'ai une offre de Moreirense et c'est là qu'on se lance pour la Ligue 1. Ouais. C'était quel genre de club? C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément ici en France. Un club familial, pas d'une dimension très très grande, mais je veux dire juste ce qu'il faut pour un joueur comme moi. C'était vraiment... parce que j'avais besoin au moment où je suis allé, quoi. C'était un club qui t'offre un peu ce rayonnement sur la scène de Ligue 1, mais qui a aussi ce côté familial, ce côté... tu n'as pas cette pression énorme. La seule pression, c'est te maintenir en Ligue 1. Donc c'était vraiment le club pour me lancer dans cette Ligue 1. C'était ça, ouais. Et donc découvrir cette Ligue 1 portugaise, ça représentait quelque chose pour toi dans ta progression, dans ton parcours? Bah ouais, dès que j'ai signé à Covila, l'objectif c'était ça. Moi je suis un gars qui essaie de se fixer des objectifs à plus ou moins court terme chaque année. Donc là l'objectif c'était vraiment la Ligue 1. Peu importe où, comment, j'ai envie d'aller en Ligue 1. Et donc là c'était vraiment l'aboutissement de l'objectif en lui-même et j'étais content de signer en Ligue 1. Puis d'y jouer surtout, parce que bon, une chose c'est y être, autre chose c'est jouer. Donc y jouer c'était vraiment ce que je voulais. Si on peut parler de tes 2 premières saisons, tu les analyses comment? Une première saison aboutie où j'arrive de Ligue 2, bon, faut faire ta place, il faut montrer que tu es là, que tu as les capacités. Hein. Au début, tu as l'étiquette de joueur qui vient de Ligue 2, mais après, il faut montrer que tu es là et que tu as faim. Tu n'es pas là pour faire le nombre, hein. Tu es là pour jouer et pour prendre la place aux autres. Donc au début, c'était vraiment ça l'ambition. Les premiers mois, je montre au coach, aux entraînements, mais lui, voilà, comme je t'ai dit, il a ses plans, ses joueurs, tu patientes. L'opportunité, elle arrive et là, j'ai su montrer que j'avais le niveau et je suis plus sorti du 11 en fait, de décembre jusqu'à mai. J'ai enchaîné tous les matchs, 90 minutes et plutôt bien. Et la deuxième saison, un peu plus compliquée, où, par des blessures surtout. Hein. J'ai commencé pareil, titulaire, les 10 premiers matchs, je joue tous les matchs, 90 minutes. Puis après, fin septembre, j'ai une blessure musculaire qui vient vraiment me mettre un coup dans tout ça. Je m'arrête pendant 2 mois, je rechute, je reviens. C'était vraiment une blessure. C'était ma première blessure dans le football, quoi. Donc déjà, gérer ça, je savais pas comment gérer ça. C'était tout nouveau pour moi. Puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu impatient parfois. Donc là, je suis blessé, mais je veux revenir, j'ai envie de jouer. Je force un peu et puis ça répète. Et puis après, j'ai dit, prends ton temps, il faut vraiment consolider tout ça. Et puis j'ai pris mon temps. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai plus de pépins. De février jusqu'à mai, j'étais guéri. Sauf qu'après, j'ai eu une équipe, Moreirense, là, ça tournait très très fort cette saison. On a fini 6e, ex-aequo avec les 5e, qui jouent l'Europa League. Du coup, j'étais dans la rotation. Le coach avait des joueurs qui n'étaient pas performants. Et toi, tu dois prendre ton mal en patience et attendre. Hein. 2 ans, ça permet de se faire une bonne idée du niveau. Je te posais la question tout à l'heure pour la Ligue 2 portugaise. Tu portes quel jugement là-dessus par rapport à, par exemple, ce que tu pouvais voir en France de la Ligue 1? Franchement, je pense pas que ce soit très loin en termes de niveau. Je pense que la différence est au niveau physique. Je pense que le championnat français est beaucoup plus physique dans les duels, beaucoup plus d'impact. Mais au niveau du jeu, le jeu portugais n'a pas beaucoup de choses à envier. Franchement, c'est un jeu très intense, très rapide, très explosif. 1-2, ça accélère. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un football très intense. Et donc aujourd'hui, tu vois, le championnat français est exclusivement mené par Paris Saint-Germain. Et tu vas en France, tu vas au Portugal, tu as 3 équipes qui se tirent la bourre chaque année et qui essaient de tirer le niveau du championnat vers le haut. Et puis c'est un championnat qui est beaucoup plus de suspense dans son... À la fin, tu sais pas qui va gagner. Là, tu vois, c'est Benfica qui a gagné, mais Porto l'a gagné l'an dernier. Là, t'as Sporting qui revient très fort. Donc chaque saison, c'est vraiment une saison où tu sais pas ce qui va arriver. Tu peux nous parler un peu de la ferveur dans les stades? Franchement, le peuple portugais, c'est
C'est vraiment un peuple qui vit le football à fond, en fait. Que ce soit le petit jeune, le pépé, t'as tout le pays qui vibre, franchement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dès que je suis arrivé, dès qu'au Villa, en fait. J'ai senti que vraiment, c'était tout le pays qui était derrière le football. Dès qu'il y avait un match, t'allais au café et c'était que les matchs. Tu peux rien voir d'autre. Tu mets le match et t'avais tout le village qui regarde le match. Et peu importe quelle équipe joue, c'est vraiment un peuple passionné par le football et qui le vit des fois vraiment de manière très intense. Donc là, des fois, il y a des conflits ou des rivalités, par exemple, entre les grands clubs. Si t'es de Benfica avec moi, je suis de Porto, ça passe pas, tu vois. Et c'est vraiment un pays qui vit le foot à fond. Et donc aujourd'hui, tu vois qu'ils sont champions, ils ont fait la Ligue des Nations champions, l'Euro. Cette ferveur-là, ça fait que ça les pousse aussi, tu vois, dans leurs résultats aussi. Et puis le championnat portugais, c'est un tremplin, et pas mal de bons joueurs qui sont sortis de là-bas, justement. Ouais, aussi, l'idée, comme je t'ai dit aussi, d'être allé au Portugal, c'était ça aussi. C'était par réputation, le championnat portugais, un championnat qui vend, de ce qui se fait de mieux en Europe, tu vois. Chaque année, ça vend, ça vient, ça vend. Du coup, c'était un peu ça l'idée. Je me suis dit, voilà, tu te fais voir, peut-être que ta probabilité de partir ailleurs aussi sera plus grande, donc... C'était ça le plan aussi. Donc tu as passé, là on sort de 5 années complètes sur place. Ouais. Tu as quel regard sur ces 5 années que tu as passées au niveau personnel, le cadre de vie, l'apprentissage de la langue, etc. Très enrichissant. Je pense que c'est quelque chose à faire, à voir. Je pense qu'il faut avoir le courage de se lancer quand tu as des rêves. Il ne faut pas avoir peur. Et moi, je me suis lancé, je ne savais pas ce qui m'attendait. Hein. J'avais juste ambition d'être pro. Et puis aujourd'hui, 5 ans plus tard, j'en ressors grandi à tous les niveaux. J'ai découvert un pays culturel magnifique, vraiment une culture très riche, une langue que maintenant je maîtrise, vraiment des beaux endroits, que ce soit sur la côte, mais plus dans l'intérieur du pays, découvert un peuple aussi très chaleureux. Mais aujourd'hui, vraiment, l'expérience, je la regrette pas du tout. Tu as appris la langue, le portugais ? Ouais, ça y est, c'est un portugais un peu plus... vraiment, je pense, peut-être soutenu, on peut dire, bientôt, hein, parce que 5 ans au pays, ça fait, hein, donc aujourd'hui, je sais m'exprimer, lire, parler, écrire, enfin, toute l'expérience, toutes les formes, je sais le faire en ce moment. Tu as appris comment ? Avec des cours, tout seul ? Tout seul. Et puis, comme je te dis, hein, j'ai toujours aimé les langues. Donc, du coup, c'est venu naturellement, en fait. J'ai pas eu cet effort à faire, en fait. C'est lire les journaux, comme ça. C'était, des fois, j'aimais bien. Je regardais... on finissait nos matchs et puis voir le lendemain les résumés ou quoi. Donc, ça me faisait lire. Et puis, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à parler normalement, tu vois. Je m'en suis pas rendu compte. Et d'un coup, je me rends compte, en fait. Même mes potes me disent, mais en fait... t'es un portugais là, ça y est. Donc du coup, ça s'est fait comme ça naturellement. Tu as une palette de quelle langue aujourd'hui ? Français, portugais ? France, Angleterre, aussi anglais, je parle bien anglais, l'espagnol aussi. Donc français, anglais, portugais, espagnol et un peu d'arabe aussi. D'accord. Ouais. Alors tu es encore assez jeune, mais est-ce que ça fait partie des choses auxquelles tu réfléchis pour l'après-foot, de pouvoir peut-être se servir de ce bagage ? Exactement. C'est, maintenant que je te dis que je parle la langue, c'est quelque chose que peut-être que je vais essayer de valider. C'est d'avoir un certificat ou un diplôme qui fait que ça pourrait valider la langue portugaise que je maîtrise maintenant. Donc je sais pas, comme je dis, mon niveau, faudrait voir un peu les diplômes qu'ils proposent, mais essayer d'être un peu... de valider tout ça quoi, par un diplôme pour pourquoi pas plus tard s'en servir. Ça pourrait me rajouter une palette encore dans mes compétences. Bon, d'ici là, il te reste pas mal d'années à vivre au niveau football. Est-ce que toi, tu t'es fixé des objectifs personnels précis sur ce que tu aimerais faire ? Clairement, ouais. Clairement, moi, c'est jouer dans un des 5 grands championnats. Aujourd'hui, le Portugal, c'est le 6e championnat, derrière les 5 gros. Donc moi, c'est les 5 gros qui m'intéressent. Aujourd'hui, que je suis en Ligue 1, c'est vraiment ça que j'ai envie. Après, majoritairement, si je te dis... maintenant, je viens d'être papa, donc du coup, la France, ce serait vraiment le pays où je me sentirais le mieux en termes de stabilité familiale et puis pour mes proches aussi. Comme je t'ai dit, je suis parti 5 ans, du coup, c'est pas rien. Même pour eux, me revoir dans la région ou dans le pays, ça serait bien aussi. Se voir plus souvent. Donc, la France, ce serait quelque chose qui me plairait. Ouais. Mais après, les autres championnats aussi. Est-ce qu'un jour, porter le maillot d'une équipe nationale, ça fait partie des challenges que tu aimerais relever ? Ouais, totalement. Être international, c'est encore un truc, encore un rêve, encore un niveau au-dessus. Moi, j'ai déjà dit ouvertement, hein, franchement, représenter l'Algérie, ce serait quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. Après, c'est toute une question de capacité, de niveau. Aujourd'hui, tu vois, la sélection algérienne, c'est une équipe de haut niveau pour moi, avec des joueurs à mon poids surtout. C'est vraiment, tu vois, Mahrez, Manchester City, Brahimi qui est à Porto, enfin, c'est quand même du haut niveau. Ouais, c'est costaud. Ouais. Donc, ils vouloir y aller, c'est bien aussi. Ils prétendent, c'est bien. Après, il faut aussi avoir la capacité pour le faire. Donc, je sais qu'il me reste beaucoup de choses à améliorer, à travailler pour prétendre y aller. À quel moment tu as senti cette envie de porter ce maillot vert ? J'ai déjà été convoqué en moins de 21, en moins de 20 quand j'étais à Saint-Etienne. Je me rappelle, j'avais reçu une convocation de Jean-Marc Nobilo, qui était à l'époque le coach de la sélection.
j'avais tout fait pour y aller. Enfin, j'allais y aller, il m'avait convoqué, sauf que j'ai eu une blessure qui a fait que j'ai pas pu y aller. Mais dès que j'étais au centre, j'ai eu cette envie-là, en fait. Et donc, depuis, voilà, je suis toujours ouvert. Après, comme je te dis, c'est une question de capacité. C'est un pays que tu connais bien? Ouais, très bien, mais mes parents sont originaires de là-bas, mes grands-parents sont nés là-bas. La culture est présente chez moi. C'est un truc que chez nous, ma famille vient de là-bas, tu vois. Donc du coup, les représenter, ce serait quelque chose de magnifique aussi. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci encore d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Si les auditeurs veulent te suivre, où est-ce qu'on les renvoie? Tu as un réseau social favori? C'est plus Instagram, Twitter aussi. Je poste pas mal de trucs, ça m'arrive, mais voilà, je suis pas celui qui poste tous les jours, mais ça m'arrive de mettre des actualités pour ceux qui me suivent. Donc plutôt Instagram et Twitter. Merci d'avoir écouté ce premier numéro de Dessous de Verre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour être prévenu de la mise en ligne du prochain, mettre des étoiles sur Apple Podcasts, un pouce bleu sur YouTube, etc. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet, apporter des remarques, des idées, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram ou écrivez-moi à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le mois prochain.